Et si je te disais que plus tu accumules, plus tu portes de bruit à l'intérieur? Je sais, ça dérange. Parce qu'on t'a vendu toute ta vie l'idée que accumuler, c'est avancer. Que plus signifie mieux. Que la réussite se mesure à ce que tu possèdes, à ce que tu montres, à ce que tu peux te permettre. Et pourtant, quelque part au fond de toi, tu sais que ce n'est pas si simple. Tu vis entouré d'objets, d'obligations, de distractions en tout genre. Et malgré tout ça, il te manque quelque chose. Quelque chose que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, mais que tu ressens chaque matin quand tu te lèves avec cette vague impression que quelque chose cloche. La philosophie stoïcienne ne te promet pas de miracle. Elle ne te vend rien. Elle t'exige quelque chose de bien plus précieux. Simplifier, te délester, choisir l'essentiel et lâcher le reste sans drama. Parce que tu n'as pas besoin de plus pour aller bien. Tu as besoin de moins pour arrêter d'aller mal. Tu résistes peut-être en ce moment. C'est normal, personne ne veut renoncer. Mais voilà le piège que la plupart des gens ne voient comme pas. Tu ne perds rien. Tu te libères. Laisse-moi te poser une question. Et je veux que tu y répondes vraiment, sans tricher. Combien de choses as-tu en ce moment dont tu n'as pas besoin? Je ne parle pas seulement de vêtements. Je parle d'abonnements que tu n'utilises plus, d'applications que tu ouvres par inertie, d'engagements que tu as acceptés sans savoir pourquoi, de relations qui te vident plus qu'elles ne te remplissent main, de tout ce bruit accumulé que tu appelles ta vie. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu es heureux? Si la réponse est un plus ou moins, un ça va, je me plains pas, ou un silence inconfortable, alors tu es exactement là où tu dois être en écoutant ceci. Nous vivons à l'ère de l'abondance. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons eu autant accès à autant de choses. La nourriture, le divertissement, l'information, les objets, les opinions de parfaits inconnus sur la façon dont tu devrais vivre ta vie. Tout ça à portée d'un doigt. Et pourtant, regarde autour de toi. Les gens ne s'arrêtent pas. Ils ne se reposent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils sont épuisés, surstimulés et au fond, assez perdus. Paradoxal, non? Le consumérisme a un effet sur ton esprit que personne ne t'explique dans les publicités. Et cet effet est celui-ci. Plus tu as, plus tu veux. Non pas parce que tu es avide ou mauvaise personne, mais parce que ton cerveau est conçu pour s'adapter. Ce qui te procure de la satisfaction aujourd'hui devient normal demain. Et alors, tu as besoin de quelque chose de nouveau, de plus, de différent. Les philosophes stoïciens le savaient déjà il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Aucun d'eux n'avait de smartphone ni de livraison en 24 heures. Et pourtant, ils ont écrit sur le bonheur avec une clarté qui nous confond encore aujourd'hui. Ils disaient, en substance, que le désir sans limite est un piège, que toujours vouloir plus ne te rend pas libre, ça te rend esclave. Pense-y comme à un sac à dos. Chaque chose que tu ajoutes à ta vie pèse quelque chose. Au début, tu ne le remarques pas. Mais si tu passes des années à ajouter sans jamais retirer, tu arrives à un point où tu peux à peine avancer. Et le plus étrange, c'est que tu ne sais même plus la moitié de ce que tu portes. Il y a aussi un autre problème dont on ne parle pas assez. La saturation des décisions. Chaque jour, tu prends des centaines de petites décisions. Quoi mettre, quoi manger, quoi regarder, à qui répondre, quoi acheter, quel plan accepter. Ton cerveau a une capacité limitée pour bien décider. Quand tu l'épuises, il commence à mal décider, ou il arrête carrément de décider et se contente de réagir. C'est pour ça que tu prends le chemin de la facilité en fin de journée. C'est pour ça que tu cèdes quand tu ne voulais pas céder.
que tu dis oui quand tu voulais dire non. Et il y a autre chose, quelque chose qui distingue les personnes qui vivent en paix de celles qui vivent en pilote automatique. Elles savent faire la différence entre ce dont elles ont besoin et ce qu'elles désirent. Tu as besoin de nourriture. Tu désires le dernier modèle de téléphone. Tu as besoin de repos. Tu désires plus de divertissement. Tu as besoin de connexion réelle. Tu désires plus de validation extérieure. Ce n'est pas mal de désirer des choses. Le problème, c'est quand le désir conduit et que toi, tu es passager sans t'en rendre compte. Comment savoir si ta vie est surchargée? Tu n'as pas besoin de faire un test. Les signaux sont clairs. Tu as l'impression constante de manquer de temps. Quand tu as un moment libre, tu ne sais pas quoi en faire parce que tu n'es pas habitué au silence. Tu achètes des choses et 2 jours après, elles ne t'importent plus. Ta tête ne s'arrête pas, même quand tu essaies de dormir. Et quand quelqu'un te demande comment tu vas, ta réponse automatique est débordé ou au pas le temps. Ce ne sont pas des signes de succès, ce sont des signaux d'alarme. La philosophie stoïcienne a une pratique appelée la méditation de la pauvreté, qui sonne assez dramatique, mais qui est en réalité très simple. Elle consiste à t'imaginer pendant un moment sans les choses que tu possèdes, sans le téléphone, sans certains conforts, sans certains luxes, non pas pour te déprimer, mais pour réaliser que tu le peux, que tu es plus résistant que tu ne le crois, que beaucoup de choses que tu considères indispensables ne le sont pas vraiment. Et il y a encore quelque chose qui mérite d'être nommé. Le consumérisme ne remplit pas seulement ton espace physique, il remplit ta tête de comparaison. Les réseaux sociaux sont la version moderne de regarder par la fenêtre du voisin. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, qui voyage mieux, qui vit dans un endroit plus beau, qui semble plus heureux. Et chaque fois que tu te compares, tu perds. Toujours. Parce que la comparaison est truquée. Tu vois le meilleur moment des autres et tu le compares à ton moment le plus ordinaire. Les stoïciens avaient une réponse à ça. Regarder vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Le critère de ta vie, c'est toi, pas les autres. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Et ça devrait être une bonne nouvelle. Ça signifie que tu as de la marge. De la marge pour simplifier. De la marge pour respirer. De la marge pour trouver quelque chose que toute cette accumulation t'avait empêché de trouver. La paix. Celui qui possède beaucoup a beaucoup à perdre. Celui qui a besoin de peu a toujours assez. Il y a un moment. Pour chaque personne, il est différent. Pour certains, il arrive après un déménagement, quand ils voient tout ce qu'ils ont accumulé et pensent « Quand est-ce que c'est arrivé ?» Pour d'autres, il arrive au milieu d'un magasin, caddie plein, avec un sentiment de vide inexplicable. Pour certains, il arrive après une crise, une perte, un changement brutal qui oblige à tout reconsidérer. Pour toi, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Ou peut-être qu'il est déjà là, et tu ne lui as simplement pas encore donné de nom. Le moment du « ça suffit » n'est pas toujours dramatique. Parfois il est doux, comme quand tu réalises que tu as passé 20 minutes à chercher quelque chose chez toi que tu ne trouves pas parmi tout ce que tu possèdes, ou quand tu ouvres ton armoire le matin, pleine à craquer, et que tu sens que tu n'as rien à te mettre. Ce n'est pas un problème d'armoire, c'est un signal. Pour reconnaître ce qui est inutile dans ta vie, il faut d'abord s'arrêter un instant et tout regarder de l'extérieur, comme si tu étais un observateur de ta propre existence. Qu'est-ce que tu as? À quoi ça te sert? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce qui est simplement là? Les stoïciens avaient un concept pour ça. Ils distinguaient ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas.
Et appliquée à la consommation, la question est celle-ci. Est-ce que tu choisis cela consciemment ou est-ce que ça s'est juste passé? Parce que la plupart des habitudes de consommation ne sont pas des choix. Ce sont des automatismes. Tu entres dans un magasin pour acheter une chose et tu en ressors avec 4. Tu ouvres une application pour une consultation rapide et 40 minutes plus tard, tu regardes encore l'écran sans trop savoir comment tu es arrivé là. Ce n'est pas de la liberté. C'est le pilote automatique. Questionner les habitudes automatiques est inconfortable parce que ça implique de se poser des questions sans réponse confortable. Pourquoi j'achète ça? En ai-je vraiment besoin? Ou est-ce que je me sens mieux au moment de l'achat qu'une fois que je l'ai? Qu'est-ce que j'essaye de combler? Et voilà la clé que beaucoup ne veulent pas voir. Souvent, on achète des choses pour masquer des émotions. L'ennui, l'anxiété, la solitude. Cette veste dont tu n'as pas besoin est peut-être en réalité une tentative de te sentir bien avec toi-même, un mardi après-midi où tu te sentais un peu seul. Je ne te juge pas. On le fait tous. Le problème n'est pas l'impulsion. Le problème, c'est de ne pas la reconnaître. Parce que si tu ne la reconnais pas, tu la répètes. Et si tu la répètes, elle devient habitude. Et si elle devient habitude, tu ne la vois plus. Tu vis juste avec la conséquence. Plus de choses, moins d'espace, plus de bruit, moins de paix. Le moment du « ça suffit » ne signifie pas que tu vas vivre dans une grotte. Il signifie que tu commences à regarder ce qui entre dans ta vie avec plus d'attention, qu'avant d'ajouter quelque chose de nouveau, tu te demandes si tu le veux vraiment, ou si c'est juste là, disponible, et que ton cerveau le confond avec un besoin. Accepter que moins peut être mieux va à l'encontre de tout ce que la société t'a enseigné. Depuis petit, plus était synonyme de succès. Plus de jouets, mieux. Plus d'argent, mieux. Plus d'amis, mieux. Mais à un moment de la vie, si tu es un peu honnête avec toi-même, tu réalises que ce n'est pas nécessairement vrai. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de tout abandonner. Elle te demande d'être conscient, de ne pas te laisser emporter, de choisir depuis la raison et non depuis l'impulsion. C'est ça, la différence entre une vie surchargée et une vie dirigée. Est-ce que tu as déjà essayé de te débarrasser de choses et soudainement trouver une raison de garder chacune d'elles? Ce t-shirt que tu n'as pas mis depuis 3 ans, au cas où. Ce livre que tu lis depuis 5 ans sans jamais le finir. Un jour, je le terminerai. Ce cadeau de quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, je ne peux pas m'en débarrasser. Il a trop de valeur sentimentale. Et ainsi de suite. On s'accroche aux choses parce qu'on ne s'accroche pas vraiment aux choses. On s'accroche à ce qu'elles représentent, aux souvenirs, aux identités, aux versions de nous-mêmes qu'on n'a jamais tout à fait été ou qu'on n'est plus. Ce t-shirt, ce n'est pas un t-shirt, c'est l'été d'il y a 5 ans. Ce livre, ce n'est pas un livre, c'est la personne que tu voulais être quand tu l'as acheté. Ce cadeau, ce n'est pas un objet, c'est la relation qui a existé. Et voilà le problème, conserver ces choses ne ramène rien de tout ça. Ça occupe juste de l'espace physique dans ta maison et de l'espace mental dans ta tête. Les stoïciens appelleraient ça confondre l'objet avec la valeur qu'on lui attribue. La valeur émotionnelle que tu ressens pour quelque chose ne vit pas dans l'objet. Elle vit en toi, dans ta mémoire, dans ton expérience. Quand tu te sépares de l'objet, tu ne perds pas le souvenir. Le souvenir est à toi et personne ne peut te l'enlever. Imagine ton esprit comme un bureau de travail. Quand il est rangé, tu peux penser clairement, créer, résoudre des problèmes, te connecter à ce qui compte.
Quand il est plein de choses que tu n'utilises pas, qui sont là par précaution ou par habitude, tu as à peine de l'espace pour travailler. La même chose se passe à l'intérieur de toi. Chaque chose que tu conserves, sans en avoir besoin, occupe un petit fragment d'attention mentale, même si tu ne le remarques pas. Alors, comment lâche-t-on? La première règle est de ne pas tout faire en même temps. Ça épuise et ça paralyse. Commence petit. Un tiroir, une étagère, une catégorie de vêtements. Tu n'as pas besoin de faire une révolution en un jour. Pose-toi 3 questions pour chaque chose. Est-ce que je l'ai utilisé dans la dernière année? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose si je l'avais pour la première fois aujourd'hui? Est-ce que je le garde parce que j'en ai besoin ou parce que j'ai peur de ne pas l'avoir? Cette dernière question est la plus honnête et la plus inconfortable. Parce que souvent, l'attachement aux choses n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Peur de la rareté, de manquer de quelque chose dont tu pourrais avoir besoin un jour, de laisser partir une partie de ton passé. Et la peur, comme le disait si bien la philosophie stoïcienne, porte toujours sur l'avenir. Un futur imaginé, pas réel. Lâcher des objets dont tu n'as pas besoin a un effet physique réel. Ce n'est pas métaphorique. Quand tu réduis le désordre visible, ton cerveau perçoit moins de stimuli à traiter, moins de décisions en suspens, moins de signaux de tâches incomplètes. Et ça se traduit par moins de stress, plus de clarté, une sensation subtile mais réelle de soulagement. Comme quand tu poses un sac lourd que tu portais depuis si longtemps que tu ne le remarquais plus. C'est seulement quand tu le poses que tu réalises combien il pesait. Le soulagement de lâcher est réel, mais tu ne le ressens qu'après. Avant, ce que tu ressens, c'est de la résistance. Et il faut traverser cette résistance avec douceur, sans te forcer, mais sans abandonner non plus. Il y a quelque chose que personne ne te dit quand tu es au milieu du chaos. Ton environnement te parle tout le temps, en silence, mais sans arrêt. L'assiette non lavée dans l'évier te dit que tu as une tâche en attente. Le bureau couvert de papier te dit que tu as des choses non résolues. L'armoire qui ne ferme plus te dit qu'il y a des décisions que tu n'as pas prises. Et ton cerveau reçoit tous ces messages, même si tu n'en es pas conscient. Ce n'est pas de la philosophie bon marché. Des études le confirment. Les environnements désordonnés augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chez les personnes qui les habitent. Ce n'est pas que tu es désorganisé ou paresseux. C'est que ton système nerveux traite le désordre, même quand tu ne le vois pas. L'ordre physique comme reflet mental n'est pas une métaphore. C'est une relation réelle et bidirectionnelle. Quand tu ranges ton espace, ton esprit a moins à traiter. Et quand ton esprit a moins à traiter, tu penses plus clairement. Et quand tu penses plus clairement, tu prends de meilleures décisions. Et quand tu prends de meilleures décisions, ta vie s'améliore pas à pas. Les stoïciens ne vivaient pas dans des palais luxueux. Ils vivaient avec le nécessaire, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir plus, mais parce qu'ils comprenaient que l'excès matériel distrayait du travail intérieur. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait sur l'importance de ne pas se laisser séduire par le superflu, sur la clarté qui vient de la simplicité. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre comme un moine. Ça veut dire que l'espace dans lequel tu vis devrait t'aider, pas t'étouffer. Un espace propre et rangé agit sur toi comme une soupape. Il te donne de la marge, et la marge, l'espace blanc, c'est là que se passent les choses importantes, les idées, la réflexion, le vrai repos. Le minimalisme pratique n'a rien à voir avec vivre dans une pièce blanche, avec une chaise et une plante. Il s'agit de faire en sorte
que chaque chose dans ton espace soit là pour une raison. Non par inertie, non par habitude, non par défaut. Comment crée-t-on un environnement qui transmet le calme? Commence par ce qui est le plus visible, ce que tu vois en te levant ou en rentrant chez toi. Si ce premier impact visuel est le chaos, ton état d'esprit le reflète. Si c'est l'ordre, ton esprit s'installe, désigne une place pour chaque chose et remets-la là après utilisation. Ça paraît basique, je sais, mais la plupart des gens ne le font pas de façon systématique, seulement par rafale. Et la différence entre le faire de temps en temps et le faire toujours est énorme. Et n'oublie pas, l'ordre ne concerne pas seulement la maison. Il concerne le bureau de l'ordinateur, la boîte mail, les applications du téléphone. Tout ce qui fait partie de ton environnement quotidien, physique ou numérique, influence la façon dont tu te sens et dont tu penses. Sais-tu combien de décisions prend une personne ordinaire par jour? Plus de 35 000. Ce n'est pas une faute de frappe. 35 000 décisions. Du moment où tu règles le réveil à ce que tu vas répondre à ce message WhatsApp qui attend depuis 2 jours. La plupart sont si petites que tu ne les remarques pas. Mais ton cerveau, lui, les remarque et les paye. Chaque décision consomme un peu d'énergie cognitive. Et cette énergie n'est pas infinie. Ça a un nom, la fatigue décisionnelle. Et elle explique beaucoup de choses que tu as probablement vécues sans savoir comment les appeler. Pourquoi à 8 heures du soir, il t'est difficile de dire non à quelque chose qu'à 8 heures du matin, tu aurais refusé sans hésiter? Pourquoi tu finis la journée à manger n'importe quoi au lieu de ce que tu avais planifié? Pourquoi tu cèdes dans des discussions où tu ne voulais pas céder? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'épuisement du système. Les stoïciens comprenaient l'importance de préserver l'énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Ils ne l'appelaient pas fatigue décisionnelle, mais ils parlaient constamment de ne pas gaspiller son jugement pour des questions triviales. Épictète disait que la première tâche de celui qui veut bien vivre est de distinguer ce qui mérite attention de ce qui ne le mérite pas. Et c'est exactement ce que permet la réduction des décisions quotidiennes. Préserver ta meilleure version pour les choses qui la méritent. Comment faire? En simplifiant ce qui ne compte pas, pour que ton esprit soit disponible pour ce qui compte. Pense à ça comme à une batterie. Si tu la vides tout le matin sur des détails, l'après-midi, il ne reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Mais si tu protèges cette batterie depuis le début de la journée, tu arrives au moment clé avec de l'énergie. Qu'est-ce que tu mangeras cette semaine? Planifie-le le dimanche. Qu'est-ce que tu porteras? Simplifie ton armoire jusqu'à ce que n'importe quelle combinaison fonctionne. À quelle heure feras-tu de l'exercice? Mets-le dans l'agenda et ne le renégocie pas avec toi-même chaque matin. Les routines simples qui libèrent de l'énergie ne sont pas le signe que tu manques de créativité. Elles sont la structure qui rend possible la spontanéité. Quand le prévisible est réglé, tu as de l'espace pour l'imprévu. Quand le basique est automatique, ton esprit peut jouer. Se concentrer sur l'essentiel signifie aussi apprendre à distinguer quelles décisions sont vraiment importantes et lesquelles semblent juste importantes parce qu'elles sont devant toi. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Tout ce qui occupe de l'espace mental ne le mérite pas forcément. Une technique simple en début de journée, identifie 1 ou 2 choses qui, si tu les fais bien, auront donné de la valeur à ta journée. Juste ça. Le reste peut attendre, être délégué ou simplement ne pas être fait. Tout n'a pas besoin d'être fait aujourd'hui. Tout n'a pas besoin d'être fait par toi. La discipline stoïcienne n'est pas de la rigidité.
C'est de la clarté sur ce qui mérite ton attention et sur ce qui ne le mérite pas. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas acheter, gagner, ni récupérer. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre la santé et dans bien des cas, travailler à la retrouver. Mais le temps qui passe s'en va. Il n'y a pas de deuxième chance, pas de touche annulée. Et pourtant, nous agissons comme si nous en avions à revendre, comme si nous pouvions nous permettre de le gaspiller, comme s'il y avait toujours un demain pour faire ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. L'équation est simple, mais elle fait mal à voir clairement. Plus tu as de choses, plus tu as besoin de temps pour les entretenir. Les nettoyer, les ranger, les retrouver, les réparer quand elles cassent, décider quoi en faire quand tu n'en veux plus. Avoir beaucoup n'est pas seulement une dépense d'argent, c'est une dépense de temps. Et ce n'est pas seulement le matériel. Les engagements que tu acceptes à contre-cœur te volent du temps. Les relations qui ne t'apportent rien, mais auxquelles tu consacres de l'énergie, te volent du temps. Les notifications, les écrans, le bruit constant te volent du temps. De petits vols, un par un. Mais au bout de la journée, au bout de l'année, au bout d'une vie, la somme est énorme. Sénèque, dans sa lettre sur la brièveté de la vie, a écrit quelque chose qui reste révolutionnaire aujourd'hui. La vie n'est pas courte, disait-il. Ce qui se passe, c'est qu'on la gaspille. Et que quand on la réclame pour soi, quand on arrête de la donner à tout le monde, sauf à soi-même, il s'avère qu'il y en a assez. Dire non sans culpabilité est l'un des actes les plus radicaux et les plus libérateurs que tu puisses faire. Mais personne ne nous apprend à le faire. Au contraire, on nous apprend que dire oui, c'est être une bonne personne, être généreux, être utile. Et le non reste chargé de culpabilité. Pense-y ainsi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à quelque chose que tu veux. Il n'y a pas moyen d'avoir plus de temps. Tu peux seulement décider à quoi tu le donnes. Dire non à un engagement qui t'épuise, c'est dire oui à une soirée où tu pourrais faire quelque chose qui te nourrit. Dire non à cette réunion inutile, c'est dire oui à 2 heures où tu pourrais enfin penser tranquillement. Dire non à cette personne qui te consume de l'énergie, c'est dire oui à toi-même. Récupérer des heures pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'entretien. Comme changer l'huile d'un moteur. Si tu ne le fais pas, le moteur s'arrête. Et un moteur arrêté n'est utile à personne. Revois cette semaine quels engagements tu as, lesquels as-tu vraiment choisi et lesquels se sont juste produits parce que tu as dit oui par inertie, lesquels te chargent d'énergie et lesquels te la retirent. Et demande-toi, si je pouvais refaire ça, est-ce que je l'accepterais? Tu n'as pas besoin de faire une révolution demain, mais tu peux commencer à questionner chaque oui que tu donnes, à le traiter pour ce qu'il est, une ressource limitée et précieuse. Parlons d'argent sans détour, pas de combien tu gagnes, de comment tu le dépenses, parce qu'on peut gagner beaucoup et vivre avec la sensation constante que ça ne suffit jamais. Et on peut gagner juste ce qu'il faut et avoir cette étrange impression d'en avoir assez. La différence n'est pas dans le chiffre du compte. Elle est dans la relation que tu entretiens avec ce que tu as et ce que tu achètes. Acheter avec intention signifie quelque chose de très simple. Avant de sortir la carte, se poser une seule question. Est-ce que ça va me servir ou me faire plaisir dans une semaine, dans un mois, dans un an? Si la réponse est non ou je ne sais pas, alors ce n'est pas nécessaire de l'acheter aujourd'hui. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est de la clarté. La philosophie stoïcienne avait une relation très concrète avec la richesse.
Les stoïciens ne rejetaient pas l'argent ni les biens matériels. Ce qu'ils rejetaient, c'était la dépendance à leur égard, l'attachement. L'idée que ton bonheur est subordonné au fait d'en avoir plus. Caton l'Ancien disait que le luxe le plus dangereux n'est pas celui qu'on voit, mais celui qui entre si lentement dans ta vie qu'un jour tu te réveilles et tu ne peux plus t'en passer. C'est ce qui arrive avec beaucoup de choses qui commencent comme un caprice et finissent par devenir un besoin inventé. La qualité plutôt que la quantité n'est pas un slogan de marque. C'est une manière de te rapporter aux objets. Acheter une bonne chose qui dure est radicalement différent d'acheter 5 choses médiocres qui se cassent, se démodent ou te déçoivent avant même que tu aies fini de les payer. Si tu as des vêtements que tu ne portes pas, des objets que tu n'utilises pas, des appareils achetés avec enthousiasme qui se trouvent maintenant dans un tiroir, tu n'as pas échoué. C'est que personne ne t'a jamais appris à acheter autrement. Le système entier est conçu pour que tu achètes plus et plus vite. Les offres avec compte à rebours, la gratification immédiate, la livraison en 24 heures, tout est construit pour que tu ne réfléchisses pas trop avant d'acheter. Éviter les achats impulsifs ne demande pas une volonté de faire. Ça demande un petit système. Par exemple, quand quelque chose t'attire, ajoute-le à une liste. Ne l'achète pas. Attends 48 heures ou une semaine. Si au bout de ce temps tu le veux encore et que ça a du sens dans ta vie, achète-le. Si tu l'as oublié, tu as déjà ta réponse. Chaque chose qui entre dans ton espace est une décision future. Il faut l'entretenir, la ranger, en prendre soin ou s'en débarrasser un jour. Chaque achat est un petit engagement, mais réel. Quand as-tu été en silence pour la dernière fois? Pas endormi, pas distrait, vraiment en silence. Sans musique, sans podcast, sans écran, sans conversation. Juste toi et le moment. Si tu dois beaucoup réfléchir pour t'en souvenir, tu as déjà une partie de la réponse à pourquoi tu n'as pas la paix. Nous vivons dans une ère de bruit constant. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'une grande partie de ce bruit, nous le générons nous-mêmes, volontairement. On met de la musique pendant qu'on cuisine, un podcast pendant qu'on marche, la télévision en fond pendant qu'on fait autre chose, comme si le silence était une erreur à corriger, un vide à combler immédiatement. Pourquoi fuyons-nous le silence? Parce que le silence nous met face à nous-mêmes. Et ça peut être inconfortable si on n'en a pas l'habitude. Dans le silence apparaissent les pensées qu'on avait évitées, les questions auxquelles on ne veut pas répondre, les émotions qu'on avait tenues à distance avec le bruit. Mais dans le silence apparaît aussi autre chose. La clarté, la sérénité, la voix propre, celle qui se perd parmi tant de stimulations extérieures. La philosophie stoïcienne accordait une importance énorme à la pratique de la quiétude intérieure, non pas comme un état passif, mais comme une discipline active. Marc Aurèle se retirait régulièrement de l'agitation de l'Empire, même au milieu des guerres et des crises, pour écrire ses pensées, pour s'écouter. Non pas parce qu'il avait beaucoup de temps libre, mais parce qu'il savait que sans cette pratique, les décisions deviennent réactives, les émotions gouvernent et l'esprit se trouble. Réduire les stimuli inutiles est l'un des actes les plus radicaux que tu puisses faire à cette époque. Il y a un immense business à te garder stimulé. Plus tu passes de temps accroché à un écran, plus de données tu génères, plus de publicité tu vois. Ton attention est le produit et on te l'achète à prix bradé. Quand tu réduis le bruit extérieur, quelque chose d'intéressant se passe. Au début, de l'inconfort, peut-être de l'ennui. Ce sentiment de « qu'est-ce que je fais de ça ?» est normal.
C'est le système nerveux désaccoutumé au repos. Mais si tu tiens un peu, si tu restes dans le silence même s'il est inconfortable, il commence à arriver autre chose. Une sorte d'apaisement, comme quand la boue d'une rivière agitée commence à se déposer au fond et que l'eau redevient claire. Se connecter à soi-même n'est pas un concept spirituel inaccessible. C'est une pratique concrète. C'est t'asseoir sans téléphone pendant 10 minutes le matin. C'est marcher sans écouteurs. C'est manger sans regarder un écran. C'est être présent à ce que tu fais, au lieu d'être ailleurs pendant que ton corps fait une chose et que ton esprit est dans une autre. Il y a aussi un autre type de silence qui vaut la peine d'être cultivé, le silence intérieur. Celui-là est plus difficile parce qu'il ne suffit pas d'éteindre les sons extérieurs. Il demande quelque chose de plus profond. Lâcher le besoin constant que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, que le passé aurait dû être autrement, que l'avenir soit d'une certaine façon. Les stoïciens appelaient en ça la mort fati, l'amour du destin. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active de ce qui est. Quand tu arrêtes de te battre contre la réalité et que tu commences à l'habiter, quelque chose se calme en toi. Ce bruit mental qui vient de résister à ce qui s'est déjà passé ou de craindre ce qui n'existe pas encore se réduit. Ce n'est pas facile, ça ne s'obtient pas en un jour. Mais chaque fois que tu te surprends à résister à quelque chose que tu ne peux pas changer et que tu décides de le lâcher, tu pratiques ce silence intérieur. Et avec la pratique, il devient plus naturel, plus tien. Il y a une question que j'aime poser et qui génère souvent un silence inconfortable. Avec combien de personnes dans ta vie as-tu de vraies conversations? Pas « comment tu vas, bien, et toi ?» Une conversation où tu dis vraiment ce que tu penses, où quelqu'un t'écoute vraiment, où il y a quelque chose de réel dans l'échange. Si la réponse est peu ou aucune depuis un moment, tu n'es pas seul. C'est une crise silencieuse et généralisée. Et elle a beaucoup à voir avec l'excès. Moins de distractions, plus de connexion. Ce n'est pas une formule toute faite. C'est une relation de cause à effet très concrète. Quand tu as le téléphone en main pendant que tu es avec quelqu'un, tu n'es pas avec cette personne. Quand ta tête est pleine de tâches en attente, de préoccupations et de bruit, tu n'es pas là non plus. Ton corps est présent, mais toi non. Et les personnes avec qui tu partages la vie le remarquent. Même si elles ne le disent pas, même si elles aussi sont à moitié présentes. Mettre les personnes avant les choses est un de ces principes que tout le monde dit avoir compris et que très peu appliquent vraiment. Parce que l'appliquer signifie poser l'écran quand tu es avec ta famille. Annuler un achat pour avoir le temps d'appeler quelqu'un qui compte. Choisir la personne quand il faut choisir entre ajouter quelque chose à ta vie et donner du temps à quelqu'un dans ta vie. La philosophie stoïcienne était très concrète sur ce point. Les stoïciens valorisaient les relations du point de vue de ce qu'elles contribuaient à l'épanouissement humain. Toutes les relations ne se valent pas. Certaines nourrissent, développent, te rendent meilleur. D'autres existent simplement, par habitude, par confort, par peur de l'inconfort de clore quelque chose. Créer de l'espace pour des relations profondes demande littéralement de l'espace. Du temps sans agenda, sans écran, sans hâte. Et dans une vie saturée, c'est un luxe qu'il faut protéger. Il y a un type de solitude que produit l'excès de relations superficielles, qui est bien plus profond et douloureux que la solitude réelle. C'est la solitude d'être entouré de monde et de se sentir complètement seul. Celle-là, c'est l'excès qui la produit, pas le manque.
moins, mais authentique. C'est ça qui transforme les relations. Et c'est ça qui, au bout du compte, te transforme toi. Qu'est-ce que le succès pour toi? Prends un moment, vraiment, sans dire ce que tu crois devoir dire, sans répéter la réponse automatique. Qu'est-ce que le succès pour toi, aujourd'hui, à ce moment de ta vie? Si la réponse a à voir avec des chiffres, des choses à posséder, des opinions extérieures, avec te comparer à quelqu'un d'autre, il est possible que tu suives une définition du succès qui n'est pas la tienne, que tu l'aies copiée sans t'en rendre compte, de la société, de tes parents, des réseaux sociaux, de cette voix collective qui dit « c'est comme ça que ça se fait ». Redéfinir le succès personnel est l'un des exercices les plus importants et les plus libérateurs que tu puisses faire. Parce que si ce n'est pas toi qui définis ce qu'est le succès pour toi, quelqu'un d'autre le définira. Et tu passeras ta vie à courir vers un objectif que tu n'as pas choisi. Les stoïciens avaient une idée très claire là-dessus. Pour eux, le succès n'avait rien à voir avec la richesse, le pouvoir ou la gloire. Il avait à voir avec la vertu. Agir en accord avec ses valeurs les plus profondes. Être la personne que tu veux être, indépendamment des circonstances extérieures. Vivre aligné avec tes valeurs est l'une des choses les plus difficiles à faire dans une société qui t'offre constamment des alternatives plus faciles, plus rapides, plus brillantes. Mais c'est aussi la seule façon de trouver une satisfaction qui ne dépende pas de l'extérieur, qui ne disparaisse pas quand les circonstances changent. Quelles sont tes valeurs? Pas celles que tu dis avoir, celles qui se voient dans la façon dont tu dépenses ton temps, ton argent et ton attention. Ce sont celles-là, les vraies. Et s'il y a une grande différence entre celles que tu dis avoir et celles qui vivent réellement dans tes décisions quotidiennes, là se trouve la source de la plupart de ton inconfort intérieur. Les stoïciens appelaient ça l'incongruence, et elle produit une sorte de bruit intérieur constant, une sensation que quelque chose ne colle pas, même si tu ne sais pas exactement quoi. Comme vivre dans une maison où il y a une fissure dans le mur. Elle ne te fait pas tout s'effondrer, mais elle ne te donne pas non plus la paix. Combler cet écart ne nécessite pas un grand changement radical. Ça demande de petits ajustements continus. Chaque jour, une décision un peu plus alignée avec qui tu veux être. Une action un peu plus cohérente avec ce que tu dis valoriser. Et avec le temps, ces petits ajustements construisent quelque chose qu'aucun changement radical ne peut construire d'un coup. De la constance. Une identité réelle. Apprécier les choses simples est un art qui s'apprend. On vit tellement habitué à la stimulation constante, aux plaisirs intenses et rapides, que les simples semblent insuffisants. Une conversation tranquille, une promenade, un repas cuisiné avec soin, la lumière de fin d'après-midi, des choses qui ne coûtent rien et qui pourtant ont une profondeur que les grands gestes atteignent rarement. La paix n'est pas un état d'absence. Ce n'est pas ne pas avoir de problème, ne pas ressentir d'émotion, ne rien désirer. La paix est un état d'alignement. C'est quand ce que tu fais coïncide avec ce que tu es. Quand tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Quand tu n'as pas besoin de courir quelque part. Parce que tu es déjà là où tu veux être. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que cet état ne demande pas plus. Il demande moins. Moins de bruit pour t'entendre. Moins de choses pour savoir ce qui compte. Moins d'engagement vide pour avoir de la place pour ceux qui remplissent. Moins de vitesse pour pouvoir être présent. La paix comme résultat naturel de vivre avec moins n'est pas un idéal romantique. C'est une équation. Quand tu réduis l'excès,
Quand tu simplifies ce que tu peux simplifier, quand tu commences à aligner ce que tu fais avec ce que tu es, la paix n'est plus quelque chose que tu cherches. C'est quelque chose qui apparaît, comme une conséquence. Ça ne doit pas être une transformation radicale d'un coup. Tu n'as pas besoin de tout abandonner demain, ni de changer complètement ta vie en une semaine. On peut commencer par une seule chose, un seul geste de lâcher quelque chose dont tu n'as pas besoin, un seul non à quelque chose qui t'épuise, une minute de silence dans la journée la plus chargée. Parce que la vie simple ne se construit pas de grands renoncements. Elle se construit de petites décisions prises avec conscience, une à une, chaque jour. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui, y compris toi. La paix ne se trouve pas au bout d'un long chemin. Elle est le chemin lui-même quand tu arrêtes de courir.